Il existe des personnes qui ne peuvent pas fermer les yeux pour dormir, car la peur des cauchemars est pire que la fatigue. D'autres ne savent de pas aimer sans se détruire. Et puis, il y a celles qui portent en elles tant de douleurs enfermées qu'un jour, elles explosent simplement. Une personne sur 4 dans le monde connaîtra un trouble mental au cours de sa vie. Mais les statistiques ne disent pas ceci. Derrière chaque crise psychologique, derrière chaque épisode de folie, il y a une histoire brutale que personne n'a vu venir. Que se passe-t-il lorsque le passé devient une prison si cruelle que la seule issue semble être la folie? Est-ce vraiment de la folie ou la dernière défense désespérée d'un esprit qui ne peut plus supporter davantage? Aujourd'hui, nous allons explorer comment le traumatisme extrême, l'abus systématique et les expériences brutales peuvent pousser une personne vers l'abîme de la déconnexion mentale. Ce n'est pas un chemin soudain, mais une descente lente, construite marche après marche par chaque coup, chaque humiliation, chaque preuve que le monde peut être trop cruel pour rester sain d'esprit. Si ce sujet te parle, abonne-toi à Chemin de la psychologie et active la cloche. Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme humaine sans craindre les questions qui dérangent. Imagine-toi enfant, à 7 ans. Tu rentres de l'école sans savoir quelle version de ton père t'attend, celui qui sourit ou celui qui explose pour une assiette mal lavée. Chaque jour est une roulette émotionnelle. Ton jeune cerveau essaie de comprendre, de prévoir le danger, de donner un sens au chaos. Mais il n'y a pas de logique. Seulement la peur enveloppée d'un amour conditionnel. C'est la réalité de millions d'enfants grandissant dans des foyers d'abus imprévisibles. Et voici le point crucial. Le cerveau humain est conçu pour s'adapter. Il développe des mécanismes de survie aussi brillants qu'effrayants. Dissociation, hypervigilance, amnésie sélective, personnalité fragmentée. Ce que nous appelons symptômes de folie sont en réalité les stratégies ingénieuses d'un cerveau tentant désespérément de ne pas se briser. Un enfant qui se déconnecte émotionnellement pendant un abus ne devient pas défectueux. Il survit de la seule manière qu'il connaît. Un adulte incapable de faire confiance n'est pas fou. Il protège simplement l'enfant blessé qui vit encore en lui. Mais il y a une limite, toujours. Et quand elle est franchie, quand le passé devient trop lourd pour le présent, quelque chose se brise d'une manière terriblement complexe. Revenons au commencement. Personne ne naît fou. La folie se construit, se nourrit, se cultive dans le silence de maison où les cris sont normaux et où l'affection est un luxe qu'il faut mériter. Quand un enfant vit des traumatismes répétés entre la naissance et 7 ans, son cerveau se reconfigure littéralement. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la neurobiologie pure. Des études montrent quelque chose de dévastateur. L'hippocampe se rétrécit jusqu'à 18% chez les enfants victimes d'abus chroniques. L'amygdale grossit, le cortex préfrontal, siège du raisonnement et de l'empathie, cesse de se développer correctement. Le cerveau reste bloqué en mode survie. Et la famille? Souvent, c'est le premier champ de bataille. Un père alcoolique, oscillant entre tendresse et violence, une mère dépressive, prisonnière de sa propre douleur, ou pire, l'abus direct, physique, sexuel, psychologique, qui détruit non seulement le corps, mais aussi le sentiment même de sécurité. La société n'aide pas davantage. Un enfant traumatisé à l'école n'est pas écouté. Il est étiqueté, difficile, étrange, problématique. Et chaque étiquette devient une brique de plus dans le mur qui l'isole du monde qui aurait pu le sauver. Transposons cela à l'âge adulte. Cette personne qui a grandi dans le chaos porte désormais une guerre à l'intérieur d'elle. De l'extérieur, tout semble fonctionner. Un emploi, des relations, une vie normale. Mais à l'intérieur, une bombe à retardement faite de douleurs non traitées. Chaque relation amoureuse devient un champ de mine. Quand on n'a jamais appris ce qu'est un amour sain, la boussole émotionnelle est brisée. On confond obsession et passion, contrôle et attention, douleur et intensité. On sabote le bien car on ne se croit pas digne de le recevoir. Les émotions deviennent des tsunamis. Une remarque neutre peut sembler une attaque. La tristesse est un gouffre noir, et la colère accumulée depuis des années explose sous les formes les plus destructrices. Et voici le piège le plus cruel. Lorsque tu demandes enfin de l'aide, tu rencontres souvent des professionnels qui ne comprennent pas le traumatisme complexe. On te prescrit des antidépresseurs pour anesthésier les symptômes, mais les racines demeurent. Et tu te demandes, désespéré, suis-je le problème? Suis-je fou? Suis-je irrémédiablement brisé? Voici la révélation. La folie n'est pas l'ennemi, c'est le messager. C'est l'alarme d'incendie qui hurle quand la maison brûle déjà. Imagine ton esprit comme une vieille maison. Chaque traumatisme est une fissure, une vitre brisée. Pendant des années, tu colles des pansements sur les murs, tu fais semblant que tout va bien alors que le vent glacial traverse les fissures. Tu souris quand on te demande « ça va ?» Tu dis « oui » alors que tu crises à l'intérieur, tu fonctionnes, tu produis, tu existes, mais tu ne vis pas, tu survis. Et vient un jour où la maison ne tient plus. Les murs cèdent. Et surgit ce que tout le monde redoute. La crise, la rupture, le moment où tu perds la tête. Mais écoute bien, ce n'est pas un échec, c'est une reddition.
L'esprit qui dit « je ne peux plus prétendre, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un voie enfin ce qui s'est passé ici ». Carl Jung l'avait compris, la folie est parfois une réaction appropriée à une réalité insupportable. Quand la réalité est trop brutale pour être supportée, se déconnecter n'est pas une faiblesse, c'est le dernier mécanisme de défense avant l'effondrement total du moi. Le moment inévitable arrive. Après des années à porter le poids, quelque chose finit par exploser. Cela peut être la mort d'un proche, une trahison, un souvenir oublié qui revient, ou simplement un mardi où l'esprit dit « assez ». Laisse-moi te raconter l'histoire de Maria, 32 ans, un travail stable, une vie apparemment normale. Mais chaque nuit, elle priait pour ne pas se réveiller. Puis un jour, son reflet lui parut étranger. Sa voix, lointaine, ses mains étrangères. Elle marchait dans sa propre vie, comme un fantôme, observant une autre vivre à sa place. C'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation totale. Son cerveau, saturé par des décennies de douleur, a trouvé un dernier refuge. Si je ne peux pas fuir la souffrance, je fuirai de moi-même. Ses amis disaient qu'elle agissait bizarrement. Les médecins parlèrent de schizophrénie, de psychose, mais la vérité était plus humaine. Son esprit avait érigé un mur de verre entre elle et sa douleur, parce que rester connecté à son histoire était devenu insoutenable. Maria m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Je n'ai pas perdu la tête, elle m'a quitté, parce que c'était le seul endroit où j'avais encore mal. » Que se passe-t-il réellement dans le cerveau pendant ces épisodes ? La neurobiologie apporte des réponses fascinantes. Lorsqu'une personne vit des traumatismes extrêmes et répétés, elle développe une fragmentation du moi. Ce n'est pas de la possession, c'est la biologie en mode urgence. Freud parlait de répression. Les souvenirs douloureux ne disparaissent que pas. Ils se cachent, influençant silencieusement chaque émotion, chaque choix. Jung évoquait les complexes autonomes, des fragments de personnalité construits autour des blessures les plus profondes. L'enfant abusé, l'adolescent en colère, l'adulte qui tente de fonctionner, tous cohabitent dans le même corps. Bessel van der Kolk a démontré que le traumatisme ne se stocke pas comme une mémoire narrative, mais dans le corps lui-même, dans le système limbique. C'est pourquoi une odeur, un ton de voix ou une posture peuvent déclencher des flashbacks complets. Ces symptômes ne sont pas des défauts. Ce sont des adaptations intelligentes d'un organisme qui tente de survivre à l'impossible. La vraie question est, peut-on s'en sortir ? La réponse est oui, mais pas comme les réseaux sociaux le prétendent. Guérir est un processus lent, douloureux et non linéaire. Tu avanceras, tu tomberas, tu recommenceras. C'est cela la guérison réelle. Le premier pas, c'est comprendre. Le passé n'est pas ta faute, mais la guérison, elle, t'appartient. La thérapie spécialisée dans le trauma est essentielle. EMDR pour retraiter les souvenirs figés. Thérapie somatique pour libérer le corps. IFS, Internal Family System, pour dialoguer avec les parties fragmentées de toi. Guérir ne signifie pas oublier. C'est intégrer, rassembler les morceaux dispersés et redevenir l'acteur de ta propre histoire. Et le corps doit participer à ce processus. Yoga, méditation adaptée au trauma, mouvements qui redonnent au corps le sentiment d'être un refuge. Mais surtout, il faut rompre l'isolement, trouver une communauté, parler, être entendu. Personne n'est trop brisé pour être aimé. Tu es blessé, oui, mais les blessures peuvent te guérir. La folie n'est pas l'opposé de la raison, c'est sa sœur désespérée. Le dernier recours de l'esprit quand tout le reste a échoué. Notre société traite la santé mentale comme un interrupteur. Tu vas bien ou tu es fou. Mais la réalité est un spectre. Nous avons tous des fissures. Nous portons tous du chagrin. La différence réside dans le poids et dans les ressources pour le supporter. Celui qui a perdu la tête n'est pas différent de toi ou de moi. Il a simplement porté plus que ce qu'un être humain peut supporter. La leçon n'est pas de craindre la folie, mais d'apprendre la compassion radicale pour toute forme de souffrance humaine. Derrière chaque comportement irrationnel, il y a une logique de survie, quand on connaît toute l'histoire. Et si nous traitions enfin le traumatisme avec le sérieux qu'il mérite, moins d'esprits atteindraient ce point de rupture. Je te laisse avec une question. Combien de douleurs invisibles croises-tu chaque jour sans la voir ? Cette femme au supermarché qui évite ton regard, cet ami toujours tendu, ce parent que tout le monde qualifie de difficile. Quelles batailles intérieures mène-t-il en silence ? Le passé brutal existe, il a poussé des millions d'êtres humains vers l'abîme. Mais il existe aussi la guérison, la possibilité de reconstruire sur les ruines. Je ne te promets pas de fins heureuses, mais je te promets qu'il existe un chemin vers mieux que la simple survie. Aujourd'hui, Maria peut enfin se regarder dans le miroir et se reconnaître, pas sans effort, mais vivante et entière. Si cette réflexion t'a touché, partage cette vidéo. Peut-être atteindra-t-elle quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la folie n'est pas la fin, mais parfois le commencement de la vraie compréhension. Abonne-toi à Chemin de la Psychologie, active la cloche et laisse un like pour que ce message trouve ceux qui en ont besoin. Parce que la folie n'est pas la fin de ton histoire, c'est le point où la véritable guérison commence.